Tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, notre série de vidéos sur la notion de statistique inférentielle. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avions mis en lumière la notion d'estimation et d'estimateur et nous avions établi que pour faire une estimation, il fallait construire un estimateur et sur la base de cet estimateur-là, on allait finalement faire notre estimation. Voilà. Et effectivement, on répondait à la question de l'estimation. Donc, cette question a été résolue. Mais sauf que, en réalité, il y a une question sous-jacente à laquelle on ne répondait pas. C'est-à-dire que pour faire une estimation, fallait construire un estimateur. Mais en réalité, cet estimateur-là, on pouvait en disposer de multitudes. On pouvait avoir effectivement un très grand nombre, ou voilà, en tout cas, plus d'un estimateur. Et la question qui se pose, c'est lequel est le plus efficace, lequel est le plus efficient. C'est-à-dire que vous cherchez à estimer une situation et pour cette même situation-là, vous avez deux estimateurs, trois estimateurs. Donc, vous posez la question de savoir lequel est le plus efficace. Effectivement, dans les vidéos précédentes, nous avons pu démontrer comment partir d'un estimateur, d'une construction d'estimateur pour finir sur une estimation, mais pas choisir lequel des estimateurs est le plus efficace. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Nous cherchons à comparer des estimateurs. Donc, une comparaison d'estimateurs. Et pour ce faire, nous passons à une mise en situation. Donc, on suppose que je prends le bus chaque matin. Et donc, je me demande combien de temps je vais attendre au maximum. Donc, vous prenez le bus chaque matin, supposons à 8 heures du matin. Et donc, vous posez la question de savoir combien de temps vous allez attendre au maximum. Voilà. Donc, chaque matin, vous êtes là, vous dites combien de temps je vais attendre. La question qu'on se pose. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, on va passer par une expérimentation, donc une observation. On va relever pendant un mois les temps d'attente T1 jusqu'à Tn, donc le temps qu'on a attendu chaque matin. Et donc à ces temps d'attente, à ces observations, on associe les variables aléatoires T1 jusqu'à Tn, qui sont IID, c'est important pour la suite. Donc pendant un mois, on observe cela. Et donc, pour des questions purement mathématiques, on va donc supposer, hein, on va passer par une modélisation, on va supposer donc que ces variables aléatoires suivent une loi uniforme sur 0A. Alors, pourquoi une loi uniforme? Si on suppose qu'on a autant de chances d'attendre pendant 0 minute, pendant 1 minute, pendant 2 minutes que pendant 3, 4 ou 1 minute, alors dans ce cas, en fait, si on attribue la même probabilité indépendamment du temps d'attente, on peut totalement supposer que ça suit une loi uniforme. C'est le principe même de la loi uniforme, c'est-à-dire que toutes les éventualités ont la même probabilité. Donc, dans le cadre d'un temps d'attente, c'est une hypothèse forte, mais elle peut tenir la route. Donc, on peut supposer effectivement qu'en attendant le bus, on a autant de chances de l'avoir au bout d'une minute que de l'avoir au bout de 2 minutes, 3 minutes. On peut contredire effectivement cette hypothèse, mais bon, on fait l'hypothèse que cela est plausible. Et donc, si tel est le cas, on est tout à fait en droit de supposer que les TI suivent une loi uniforme sur 0,3, sur 0A, pardon, où A est notre temps d'attente maximum. C'est-à-dire que les TI suivent une loi uniforme et qu'ils peuvent, donc les TI, prendre des valeurs de 0, c'est-à-dire on peut attendre soit de 0 minutes jusqu'à un temps maximum de A. Et pour rappel, c'est ce temps maximum-là, effectivement, qu'on cherche à estimer. Voilà. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment estimer ce A-là? Le paramètre θ qui est égal à A ici, donc notre temps d'attente maximale, comment l'estimer? Eh bien, pour l'estimer, on peut éventuellement passer par deux méthodes. La première méthode, c'est celle que vous avez ici. Étant donné qu'on a dit que les TI suivaient une loi uniforme 0A, eh bien, il est établi que lorsqu'on a une variable donc, qui suit une loi uniforme AB, eh bien, pour cette variable-là, l'espérance n'est nulle autre que A plus B sur 2. En l'occurrence ici, c'est-à-dire 0 plus A divisé par 2, donc A demi. Donc, on peut dire que l'espérance de cette variable n'est nulle autre que A sur 2. Vous voyez? Donc, une fois que cela est dit, on sait aussi que l'espérance, l'estimateur par excellence de l'espérance, c'est la moyenne empirique. Donc, on peut établir la moyenne empirique en faisant la somme de toutes les observations divisées par n, qui est donc un estimateur de l'espérance. Étant donné que l'espérance est égale à A sur 2, ça veut dire que eh bien, cette moyenne empirique est aussi un estimateur de A sur 2 tout simplement. Vous voyez? Donc au final, on peut se dire donc que
simplement, étant donné que donc A sur 2 a comme estimateur, donc là, ça devient un estimateur, donc A sur 2 a comme estimateur la moyenne empirique que vous avez été en plus point de suspension Tn divisé par n. Eh bien, pour avoir un estimateur de AN, il suffira simplement de multiplier les deux membres par 2 et par 2, c'est-à-dire que les deux se simplifient. Au final, on a un estimateur de AN, comme vous l'avez ici, qui est égal à 2 fois la moyenne empirique. Donc, en multipliant la moyenne empirique par 2, on aboutit à un estimateur de AN. Donc, ça, c'est la première méthode pour construire un estimateur de AN. La deuxième méthode, la plus intuitive d'ailleurs, ce serait simplement de se dire, eh bien, au final, on cherche le A qui est en réalité le temps d'attente maximum. Et on se rend compte qu'on est passé par une observation, c'est-à-dire que pendant un mois, on a relevé des temps d'attente. Et pourquoi ne pas prendre simplement le maximum de ces temps d'attente et supposer donc qu'on est en droit de se dire que ce temps d'attente maximum, étant donné qu'on l'a observé au bout d'un mois, eh bien, c'est finalement, en général, le temps d'attente maximum, simplement. Donc, cette méthode consiste simplement à prendre le maximum des temps d'attente qu'on a relevés pendant un mois. Donc, c'est-à-dire que pour cette méthode, le AN sera simplement le max des observations. Voilà. Donc, il y a une première méthode, une deuxième méthode. On revient à notre question. On a deux estimateurs de temps d'attente. Lequel choisir? Lequel est le meilleur? Voilà, vous avez les deux. Vous avez ici. Donc, on se pose la question du meilleur estimateur, simplement. Eh bien, pour répondre à cette question, on y répond en abordant un concept très important des statistiques inférentielles. Il s'agit du concept d'erreur quadratique. Alors, bien avant de poser la formule de cette erreur, on va simplement comprendre l'intuition derrière la notion. Eh bien, supposons que, par exemple, la ligne rouge que vous avez là, c'est la valeur exacte donc, de notre valeur qu'on cherche à estimer, c'est-à-dire donc la valeur exacte de notre A. Donc, ici, θ que vous avez dans la figure. Donc, il y a 1,65 ici. Bon, c'est une fiction. En réalité, on n'est pas censé connaître cette valeur. Mais supposons qu'on a cette valeur ici et qu'on se prête donc au jeu d'estimation. Et sur un premier échantillon de 100, on aboutit par exemple à une valeur qui est là à 1,63. Une deuxième estimation, on a 1,68. Une troisième, on a 1,64. Et en fait, on fait simplement à chaque fois l'écart entre la vraie valeur et la valeur estimée. On élève au carré. Donc, vous avez 1,65 moins 1,63 qu'on élève au carré. Ça nous fait 1,0004. Même chose ici et même chose là. Donc, en fait, là, vous avez un estimateur, supposons le premier. Et sur la base de cet estimateur, on fait un premier mois, on relève des observations. Et sur ces observations-là, on se rend compte que la valeur estimée de A, en fait, s'écarte de la vraie valeur de ce que vous avez là, au carré bien sûr. Et sur une deuxième estimation, un deuxième mois, on voit que cette vraie valeur s'écarte de cette valeur-là. Et sur un troisième mois, la vraie valeur s'écarte de cette valeur que vous avez là. Eh bien, le concept de l'erreur quadratique, en fait, ce serait simplement de faire la moyenne entre les écarts que vous avez là. On fait la moyenne entre les écarts là. Et au final, on retient l'estimateur qui a l'erreur quadratique la plus petite. Donc, lorsqu'on fait la moyenne, on retient simplement l'estimateur pour lequel la moyenne est la plus petite. Donc, l'intuition, c'est simplement de choisir l'estimateur pour lequel cette vraie valeur, en fait, les valeurs estimées sont les plus proches de la vraie valeur que vous avez ici. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est simplement d'avoir une estimation qui se rapproche le plus possible de la vraie valeur θ que vous avez ici. Voilà. Donc, ça sera simplement le jeu de l'erreur quadratique. C'est ce qu'on va faire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la formule, c'est simplement l'espérance, donc si vous voulez la moyenne, l'espérance mathématique de θn, c'est-à-dire la valeur estimée, moins la vraie valeur qu'on élève au carré. Donc, la valeur estimée moins la vraie valeur qu'on élève au carré, vous l'avez là, et on prend en moyenne sur les autres estimations, c'est-à-dire on fait la somme et on divise par 3, par exemple. Ici, on a 3. Donc, l'erreur quadratique. Et donc, pour répondre à la question, pour comparer lequel choisir, lequel est le meilleur, il s'agira donc de déterminer l'erreur quadratique de AN que vous avez là, l'erreur quadratique de ce deuxième, et au final, on va choisir l'estimateur avec l'erreur quadratique la plus petite. Donc, ce sera simplement ça. Et pour finir sur cette vidéo, donc, simplement le concept d'erreur quadratique, vous avez donc cette formule-là.
Et en réalité, en développant cette formule, on retombe sur une formule encore plus intuitive. Je vous épargne la démonstration, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la lire, elle est très intuitive aussi. Mais simplement, cette formule, en la manipulant un peu, on retombe sur une écriture très simple et très intuitive. C'est-à-dire que cette erreur quadratique, elle n'est nulle autre que la variance de θ plus le carré du biais. Alors, le biais, c'est simplement l'erreur systématique, en fait. C'est l'écart qu'on a en moyenne par rapport à la vraie valeur. Donc, en vrai, vous avez simplement l'espérance de θn moins θ qui vous fait le biais. Donc, de manière systématique, de manière constante, à hauteur de combien les estimations que nous réalisons s'écartent de la vraie valeur. Donc, l'objectif serait que donc, ces estimations-là s'écartent de la vraie valeur le moins que possible. Voilà pourquoi on l'intègre donc dans le calcul de l'erreur quadratique. On l'élève au carré, simplement en démontrant, vous pouvez comprendre pourquoi cela est élevé au carré. Mais voilà, donc vous avez le biais, également la variance. Donc, encore une fois, pour renforcer l'hypothèse selon laquelle on choisit l'erreur quadratique la plus petite, choisir l'erreur quadratique la plus petite revient donc à choisir l'estimateur pour lequel vous avez, en faisant la somme des deux, c'est-à-dire vous avez de manière combinée une faible variabilité et une faible erreur systématique. De manière combinée, bien sûr, que vous pouvez retrouver un estimateur pour lequel vous avez un biais de 0, un deuxième pour lequel vous avez un biais qui existe qui est non nul, mais au final, vous finissez par choisir l'estimateur qui a le biais non nul pour des raisons qui peuvent être les vôtres. Et éventuellement, parce que vous vous rendez compte que l'erreur quadratique pour cet estimateur est plus petite, éventuellement. Donc voilà, simplement la notion derrière le concept d'erreur quadratique nous ramène à la variance et au biais. Donc on cherche à minimiser la somme de ces deux-là. Voilà un peu la notion. Donc si vous voulez aller plus loin et vous voulez savoir au final lequel de ces deux estimateurs est le plus efficace, je vous invite à regarder la deuxième vidéo où j'aborde le concept de manière plus approfondie en faisant des calculs. Pour l'heure, pour cette vidéo, on s'arrête là. J'espère que je vous aurai permis de comprendre au mieux cette notion de comparaison d'estimateurs et éventuellement la notion d'erreur quadratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo.